La mort d'une adolescente de 15 ans avec une amie, elle faisait ce que l'on appelle de l'urbex, de l'exploration urbaine. Elles s'étaient toutes les deux aventurées. Chaque année, l'exploration de lieux abandonnés tue. Et même mortelle. Ces dernières semaines, plusieurs jeunes se sont tués en pratiquant l'urbex. Mais pourquoi et comment ? Si vous regardez des contenus courts à propos de l'urbex, vous pourriez penser que c'est à cause de ce parasite mangeur de cerveau qui va vous sauter dessus dès que vous croisez de l'eau stagnante. Cet influenceur est-il réellement décédé à cause de ça ? Ou alors que quand il n'y a pas de graffiti, les lieux abandonnés sont d'un coup beaucoup plus dangereux. Vraiment ? Vous avez sûrement déjà entendu ce genre de règles répétées sans explication. Beaucoup de vidéos d'urbex commencent avec un message de prévention, mais sans entrer plus dans le détail que ça. Et en fin de compte, vous devez vous demander qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, quels sont les vrais dangers de l'exploration urbaine. Eh bien, vous êtes au bon endroit, parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à 4 risques. On va voir parmi tout ça qu'est-ce qui est vrai ou pas. Même si vous ne pratiquez pas l'urbex, vous allez apprendre beaucoup de choses super intéressantes. Je suis allé répertorier des dizaines d'articles de presse qui traitent d'accidents dans des lieux abandonnés. Pour comprendre d'autres problématiques, je suis allé me renseigner pour voir ce que la science en pense. Vous allez voir qu'en s'y penchant un peu, la réalité est toujours complexe et nuancée. Et ce qui tue vraiment les urbexeurs n'est quasiment jamais mentionné dans des shorts, alors que ça peut arriver à tout le monde. Si vous pratiquez vous-même l'exploration urbaine, encore plus si vous débutez, c'est très possible que vous soyez exposé à des risques sans même en avoir conscience. Moi-même, ça fait 14 ans que j'explore des lieux abandonnés, et tout au début, j'avais pas vraiment conscience de tous les dangers parce qu'ils sont parfois invisibles. Je connaissais même pas le terme urbex, j'ai juste commencé à explorer quelque chose avec un ami, ça me tombait sous la main. Je rappelle quand même rapidement que la plupart du temps, l'urbex c'est interdit et je ne vous incite absolument pas à en faire. Cette vidéo n'est pas un tutoriel, mais rester sur le discours du « ne reproduisez pas ce que je fais », je trouve que c'est pas productif. Parce que soyons réalistes, la pratique existe depuis beaucoup plus longtemps que le terme qui la désigne. Les gens ont toujours fait ça, c'est pas prêt de s'arrêter, et je pense qu'il est temps de faire de la prévention. On m'a beaucoup écrit ça en commentaire, et au début j'ai pas compris. J'avais jamais entendu parler de cette règle, et j'ai voulu chercher, comprendre. Au début j'ai conclu que c'était juste une formule pour pouvoir quand même faire du contenu quand on n'a pas d'idée, quand on n'a rien à raconter. Mais on va quand même essayer de comprendre. Pas de graffiti égale danger. En fait, quand il n'y a pas de graffiti, il faudrait toujours faire demi-tour immédiatement et ne pas explorer un endroit. Et en creusant, j'ai fini par tomber sur des contenus qui développent un petit peu cet argumentaire. Et à vrai dire, je suis vraiment complètement pas d'accord. Je pense qu'il faut toujours se méfier des vérités absolues, et encore une fois, c'est le cas. Alors, l'argument déployé, ce serait que les graffeurs sont les plus fous. Et que s'ils n'osent pas aller quelque part, ça voudrait dire que l'endroit est trop dangereux. Mais en fin de compte, la seule information que nous donne l'absence de graffiti, c'est que personne n'a sorti une bombe de peinture pour en faire un. C'est aussi simple que ça. Mais il y a quand même des choses à en dire. D'après mes observations empiriques, les graffeurs sont rarement les premiers à tomber sur un endroit. Sauf si c'est vraiment au bord d'une route. Certains lieux sont juste peu connus, donc peu de gens y passent, et ça réduit drastiquement la probabilité que quelqu'un y fasse un graffiti. Il faut se rendre compte qu'en général, les lieux abandonnés traversent plusieurs phases. Tout au début, le lieu n'est pas connu, il n'y a pas de vandalisme, et les premières personnes qui passent peuvent être aussi bien des urbexeurs que des cambrioleurs. Ça peut aussi être des squatteurs, des pilleurs de cuivre, et donc les premiers urbexeurs qui passent par là, parmi eux, il y en a qui vont partager l'adresse avec un pote ou deux. Certains de ces potes vont à leur tour partager l'adresse de ce lieu à d'autres potes. Vous voyez, ça commence à se ramifier pas mal. Parmi les gens qui passent, il y a des photographes, des vidéastes qui vont partager sur internet en faisant plus ou moins attention à ne pas laisser d'indices. Et là, ça peut aller très très vite. Au fur et à mesure que l'adresse se répand, il y a de plus en plus de passages et par conséquent, ça apporte du vol, du vandalisme, de la casse et des graffitis. Tout le monde n'est pas bien attentionné envers les lieux. Et fondamentalement, à ce stade, les dangers que présente le lieu n'ont pas changé. Structurellement, c'est toujours le même endroit. Les graffitis ne font pas disparaître comme par magie les planchers pourris, les trous dans le sol, les moisissures toxiques. Et en fait, plus la fréquentation augmente,
plus il y a des risques de faire des mauvaises rencontres. Parfois, le danger, c'est justement les gens. Je rappelle qu'il ne faut pas faire du urbex tout seul. Par contre, là où on peut être d'accord avec cette règle, c'est que s'il n'y a pas de tag, l'endroit est peut-être très bien surveillé, il y a peut-être encore un gardien, et en l'explorant, vous pouvez effectivement vous retrouver face à de la sécurité ou à un propriétaire. Et en fonction du lieu, du pays, ça peut effectivement mal se passer. Je parle de pays parce qu'aux USA, par exemple, le port d'armes est beaucoup plus généralisé qu'en France, et en fonction des États, ça peut arriver de se prendre une balle à cause d'un endroit qui paraissait abandonné, mais qui est sur la propriété de quelqu'un. Pour conclure là-dessus, pas de graffiti égale danger, pour moi c'est vraiment une formule qui a été reprise sans réfléchir à partir de contenus américains, et c'est souvent le cas avec les contenus francophones. Ça existe déjà depuis 2 ans du côté anglophone, et ça arrive chez nous avec un peu de retard. Et ça va être le cas pour d'autres choses dans cette vidéo. Voilà, donc au lieu de se focaliser là-dessus, je pense qu'on va plutôt parler de ça. Ça fait un peu cliché, et puis, on voit quand même pas beaucoup d'urbexeurs emportés. C'est que ça doit pas être si important. Par exemple, dans cette centrale électrique, pourquoi j'ai gardé mon masque alors que ces youtubeurs mangent leur sandwich sans aucune pression sur une turbine? C'est justement en partie des turbines que vient le problème. Mais pas que. Si on regarde bien, et nos 2 confrères ont en effet bien regardé parce qu'ils s'en amusent, il y a partout des stickers qui doivent alerter. Si vous entrez dans un bâtiment abandonné, vous devez savoir ça. C'est vraiment important. Je vais rapidement vous donner du contexte parce qu'un petit historique, ça va vous aider pour la suite. L'amiante, c'est un minéral fibreux de la famille des silicates qu'on retrouve dans certaines roches présentes dans la nature. Je vous mets le lien d'une super vidéo de sciences de comptoir si la géologie vous intéresse. Mais donc, une fois broyées, ces roches peuvent servir à fabriquer des matériaux ignifugés et ininflammables, résistants aux produits chimiques, à l'usure, à la traction. C'est vraiment bien isolant côté thermique et électrique. Ce matériau, on le connaît depuis au moins 4500 ans. Dans l'Antiquité, chez les Romains et les Perses, certaines familles aisées possédaient des nappes en amiante qu'il suffisait de jeter au feu pour nettoyer. C'est pratique quand même. C'est pas pour rien que ça a été vendu comme un matériau miracle. Et à la fin du 19e siècle, avec la révolution industrielle, l'usage de l'amiante a explosé à cause de ses propriétés bien pratiques. Mais, parce qu'il y a un mais, l'amiante, c'est un poison. Encore une fois, je vous renvoie vers une autre vidéo de Veritasium qui va en détail sur toute cette historique. Ce qu'on va retenir tout de suite, c'est qu'au fil du XXe siècle, il y a eu de plus en plus d'observations des problèmes liés à l'amiante, de plus en plus d'études qui ont montré que ce matériau provoque des maladies, mais notamment à cause d'un fort lobbying, il a fallu attendre 1997 pour que l'amiante soit complètement interdite en France. C'est un truc de ouf. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que les bâtiments abandonnés, ils en contiennent souvent de l'amiante. Et si vous faites de l'urbex, vous risquez d'y être exposé. En fait, en France, tout ce qui a été construit avant 1997 peut contenir de l'amiante. Que ce soit dans des bâtiments actifs ou abandonnés d'ailleurs. Tout n'a pas été désamianté. Parce que ça coûte cher, très cher. Vous allez me dire, ces lieux, vous en êtes ressortis sans tomber malade ? En fait, le problème avec l'amiante, c'est que les conséquences ne surgissent que des dizaines d'années plus tard. Les fibres viennent se loger dans vos poumons pour y rester. Et 10 à 40 ans après les premières expositions, les problèmes peuvent arriver. Ça peut provoquer des plaques pleurales, des cancers des poumons et de la plèvre, également la fibrose, aussi appelée asbestose. Asbestose, c'est le nom anglais de l'amiante. Et là, c'est très variable parce que ça dépend de quelle quantité et pendant combien de temps vous en inhalez. Mais en fait, il n'y a pas de seuil en dessous duquel l'amiante n'est pas dangereux. Certaines maladies peuvent arriver après vraiment de faibles expositions, mais plus vous en respirez et plus vous risquez de tomber malade à long terme. Mais alors comment vous pouvez éviter ça ? Parce que vous voulez quand même aller dans ces lieux abandonnés. Comment savoir si un lieu en contient ou pas ? Les fibres d'amiante sont invisibles à l'œil nu. Elles sont 4 à 500 fois plus petites qu'un cheveu. C'est minuscule. S'il y a de la poussière qui vole, ça veut pas dire qu'il y a de l'amiante, et s'il n'y a pas de poussière visible, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amiante dans l'air. Là, dans cette centrale, qui est d'ailleurs désormais en dépollution-restauration, c'était pratique, il y avait des panneaux. Mais la plupart du temps, le danger n'est pas indiqué. Oui, de base, vous n'êtes pas censé aller dans ces endroits. Alors en fonction des types de lieux, vous pouvez juger. En France, tout ce qui a été construit après 1997, c'est bon.
vous êtes tranquille. Mais tout ce qui date d'avant 97... Ici, j'ai uniquement parlé de la France, mais sachez qu'en fonction des pays, les dates d'interdiction varient. Et en réalité, il existe des pays qui continuent à utiliser l'amiante de manière assez conséquente. On revient là-dessus, mais on me dit souvent, en fait, l'amiante, tant qu'il n'est pas dérangé ou cassé, il n'y a pas de risque. Il n'est pas dans l'air et c'est bon. Mais le problème dans les endroits abandonnés, c'est que tout est dégradé, les matières se décomposent avec les effets du temps, avec les effets de l'eau, et l'amiante peut se retrouver à l'air libre sans que personne ne soit allé taper dedans. Et juste en passant dans un endroit, vous pouvez en faire voler, soit en marchant simplement, ce qui soulève de la poussière, soit en vous frottant contre des choses, parce que pour rentrer quelque part, des fois vous êtes obligé de vous faufiler. Si vous frôlez des tuyaux de centrale électrique, là c'est la merde, parce que c'est souvent là qu'il y en a beaucoup aussi. Certes, en termes d'exposition, c'est pas comme si vous travailliez sur des chantiers à casser activement des plaques d'amiante, mais ça vaut le coup de vous protéger encore plus si vous faites de l'urbex de manière répétée. Par contre, l'amiante, il va aussi s'accrocher à vos vêtements. Et ça reste même après votre exploration. C'est-à-dire que vos fringues d'explo, quand vous passez dans une zone qui contient de l'amiante, ils vont être contaminés. Et quand vous ressortez, si vous les secouez, ça fait voler de l'amiante. C'est une vraie merde, et pour vraiment faire bien, il faudrait mettre une combinaison et des gants et des surchaussures. Mais je sais que dans beaucoup de cas, vous n'allez pas le faire, et je le fais pas souvent non plus. Mais le masque, c'est pas compliqué, c'est facile, et on va dire que c'est mieux que rien. Bon, en termes de masque, il faut pas non plus prendre n'importe quoi. Ça, les masques P1, vous les connaissez bien maintenant, ça sert à rien. Du coup, on prend un masque P2, comme ça. C'est pas vraiment ça non plus qu'il vous faut. L'idéal, c'est d'avoir un masque P3. Ce genre de masque, ou alors des modèles à usage unique, celui-là, il est bien parce qu'il est réutilisable, vous pouvez interchanger les filtres, vous pouvez mettre différents niveaux de filtration. Perso, j'ai la filtration ABEC 1 P3. Le ABEC, ça permet de filtrer certains produits chimiques dans une certaine mesure. Puis par-dessus, on a les filtres P3, justement pour les poussières fines. Par contre, ça ne vous protège pas du manque d'oxygène, des excès de CO2, du méthane, du sulfure d'hydrogène, des choses qu'on peut retrouver dans certains endroits bien spécifiques. À ce moment-là, il faut ce genre d'outils, mais ça, on en reparle plus tard dans la vidéo. Et le masque ne sert à rien face au danger qu'on va aborder maintenant. Vous voyez ce matériau, ça s'appelle du fibrociment. Ça contient aussi de l'amiante, mais c'est pas pour ça qu'on va en parler. Le fibrociment, on en voit souvent sur des toitures. Le problème, c'est que ça n'est pas prévu pour supporter le poids d'une personne, et ça casse net. C'est un des dangers les plus concrets qui fait des victimes chaque année. Et là, j'ai vraiment besoin de votre attention pendant 2 minutes. Souvent, les accidents graves dus aux chutes arrivent dans des lieux industriels où les bâtiments ont vite une hauteur conséquente avec des vides de plusieurs étages sous vos pieds. J'ai répertorié 60 cas d'accidents liés à des lieux abandonnés en France métropolitaine depuis 2001. Et il en manque, déjà parce que la presse relaie seulement les accidents graves qui nécessitent l'intervention des secours, et aussi parce que plus on remonte avant 2016, plus ça devient compliqué de trouver des articles. Alors on va se concentrer là-dessus, parce que depuis 2016, j'ai la trace de 50 accidents graves. Et sur ces 50 drames, 48 sont liés à des chutes. Ça, c'est juste en France. Parfois, c'est juste une erreur d'inattention, un petit peu de précipitation peut-être, qui fait qu'on ne voit pas un trou. Ça peut arriver en reculant sans regarder derrière soi. Certains de ces accidents surviennent la nuit pendant des explorations mal éclairées, ce qui multiplie encore les risques. Mais d'autres fois, le plus sournois, c'est qu'il y a quelque chose qui cède sous vos pieds. Et il y a un matériau que vous devez absolument connaître, c'est le fibrociment. On le retrouve généralement sur les toitures dans les bâtiments industriels, et ça revient malheureusement énormément dans les causes d'accidents. Parce que le problème, c'est que c'est très fragile, c'est pas fait pour supporter le poids d'une personne. Et quand on marche dessus, ça prévient pas. Et donc c'est sur les toits des entrepôts ou des usines abandonnées qu'on retrouve souvent ce genre de matériaux. Et si vous marchez dessus, vous prenez un risque énorme. Ces toitures en fibrociment vont céder sous votre poids, et c'est le cas pour
des toitures faites dans d'autres matériaux. Il y a une donnée qui m'a sauté aux yeux en faisant ces recherches, c'est que les victimes sont jeunes. Ces accidents, ils survenaient déjà au début des années 2000. Les gosses sont toujours allés jouer dans les vieilles usines, et c'est un problème parce qu'ils ne sont pas au courant des risques. Il y a un vrai enjeu de sécurisation de ces endroits, mais ça se fait pas juste en claquant des doigts. Et je pense que les parents, les grands frères, les cousines, les tantes, les oncles, on a aussi un rôle à jouer là-dedans. Il faut prévenir les jeunes que ce risque existe. Au passage, même sans être abandonnés, les toits de ces endroits-là sont dangereux. Beaucoup d'explorateurs urbains s'accordent sur le fait que les usines sont les endroits les plus dangereux à explorer. Et même si c'est pas quantifiable, parce que chaque endroit présente des risques au cas par cas, je trouve qu'il y a du vrai, et c'est systématiquement dangereux d'explorer une usine abandonnée. Et on l'a vu, le danger est en partie lié aux hauteurs conséquentes qu'on peut trouver dans les sites industriels. Par contre, il y a un autre truc qu'on entend depuis quelques années, répété en boucle. Vous attendez ça depuis le début de la vidéo. Il est temps de parler de l'eau stagnante. Et vous allez voir qu'il y a un twist. Cet influenceur n'a pas nettoyé sa piscine pendant des semaines et a décidé de plonger dedans. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle était remplie d'un parasite qui causerait sa mort en dévorant son cerveau. L'amibe Naegleria fowleri. Ça, c'est ce que des vidéos vues des millions de fois sur Instagram et TikTok prétendent. Et en commentaire, les gens se posent des questions. Mais est-ce que c'est vrai? Ça a l'air ultra dangereux comme ça. Vous allez l'attraper aussi, c'est sûr. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Accrochez-vous, on n'a pas fini. À l'origine, c'est un mème qui vient des contenus anglophones. Je sais pas qui a mis la première pierre à l'édifice de la trend. Je débunk déjà pas mal le reste du sujet, et encore une fois, je fais les recherches et toute la production tout seul pour cette vidéo. Bref, le fond de mon propos, c'est qu'on va parler de Decaying Midwest, qui a posté beaucoup de parodies sur l'eau stagnante depuis 2023. Pour moi, c'est du second degré, ça me fait vraiment rire, mais le petit problème, c'est que la blague est parfois prise littéralement. Beaucoup trop littéralement. Alors, dans cette vidéo postée par Decaying Midwest, ce mec est présenté comme étant un influenceur qui n'a pas nettoyé sa piscine depuis longtemps et qui a sauté dedans. Erreur fatale. Une amibe mangeuse de cerveau se serait introduite dans son nez, un parasite qui tue dans 95% des cas. À la fin, un rappel, ne pas croire tout ce qu'on voit sur internet. Mais le mec qui saute dans la vidéo, il est mentionné, on clique sur son nom pour voir. Il est tout à fait vivant, il poste même des stories. C'est Stringer Media, un autre urbexeur américain. La piscine se trouve dans le jardin de cette maison abandonnée qui ne lui appartient pas, et qu'on peut découvrir dans cette vidéo sur sa chaîne, mais seulement en étant membre payant. La première vidéo de Stringer Media qui saute dans la piscine a été postée le 29 juin 2023, et depuis, il ne s'est jamais arrêté de poster. Voilà. Son cerveau n'a pas été dévoré, il va très bien. Mais cette histoire d'amibe, ça m'a quand même intéressé. Si on en entend autant parler, il y a sûrement un fondement. Ça vient bien de quelque part. Est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on risque quelque chose en urbex quand il y a de l'eau stagnante? Une amibe, c'est un organisme unicellulaire qui vit dans le sol et dans les eaux douces. Des amibes, il y en a tout un tas qui sont inoffensifs pour l'humain, et d'autres qui sont effectivement dangereuses. Parmi elles, la Naegleria fowleri, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, celle qui s'attaque au cerveau. On va abréger en N. fowleri pour la suite. C'est beaucoup répété sur les réseaux, ce serait un gros risque dans l'eau stagnante, mais vous allez voir que vous avez probablement d'autres choses à craindre. Au passage, une eau stagnante, ça peut aussi désigner un étang ou un lac. Ici, on va rester concentré sur ce qu'on peut trouver dans un endroit abandonné, comme une piscine ou un sous-sol inondé. Alors, la N. fowleri, elle est bien responsable d'une infection cérébrale. Elle pénètre par le nez et se propage jusqu'au cerveau en suivant le chemin des nerfs olfactifs.
Ensuite, elle fait de gros dégâts dans le lobe frontal. On peut être contaminé en mettant sa tête sous l'eau ou en pratiquant des lavages sinusiens. Enfin, le tout, c'est que ça arrive dans le nez. Les symptômes apparaissent en 1 à 2 semaines. L'infection peut progresser rapidement et être mortelle entre 1 et 18 jours après l'apparition des symptômes. D'ailleurs, en fonction des sources, c'est fatal dans 90 à 98% des cas. C'est quand même un peu flippant, non? Mais avec toute l'eau stagnante présente sur Terre, combien de personnes décèdent chaque année? C'est aux USA qu'il y a le plus de cas identifiés et documentés. Plus précisément, 167 cas entre 1962 et 2024, avec seulement 4 survivants, ce qui n'est pas énorme. Entre les années 60 et 2018, en gros, il y avait 381 cas répertoriés sur toute la planète. Mais notre question c'est, est-ce que ça peut vous arriver en urbex? Du coup, j'ai été faire des recherches pour essayer de comprendre où et dans quelles conditions la Naegleria fowleri est présente dans l'eau stagnante. En 2008, en Guadeloupe, un enfant est décédé à cause d'une baignade dans un bassin alimenté par une résurgence géothermale à environ 31 degrés. Suite à ça, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a produit un rapport qui est un état des lieux de ce qu'on sait sur les conditions de développement de la N. fowleri et les conditions de contamination. La N. fowleri est dite thermophile, c'est-à-dire qu'elle aime la chaleur et elle a besoin d'une température d'au moins 25 degrés et au maximum 40 degrés pour se développer. Mais une eau à 25 degrés ou plus ne contient pas systématiquement cette amibe. Elle est en compétition avec d'autres organismes qui tentent d'occuper la même niche écologique. Et puis évidemment, elle a des prédateurs. Pour qu'elle soit présente, il faut que les compétiteurs et prédateurs ne soient qu'en faible concentration. Il lui faut également de la matière organique afin qu'elle se nourrisse et qu'elle se fixe. S'il y a des sédiments au fond de l'eau et en suspension, ça lui plaît bien quand même. En réalité, il n'y a pas de modèle universel pour prédire la présence de la N. fowleri dans un environnement donné. On sait juste qu'il y a des conditions plus favorables que d'autres. Quand il fait assez chaud pendant assez longtemps, dans des eaux thermales, dans des zones en aval des rejets des circuits de refroidissement des centrales thermiques. Quand la température de l'eau descend sous 10 degrés, la N. fowleri prend sa forme kystique, un état dans lequel elle est beaucoup plus résistante, mais plus dangereuse pour l'humain. Et à ce moment-là, elle ne se reproduit plus, ne se développe plus, elle survit simplement en attendant des jours meilleurs. Donc, dans une eau qui est constamment toute l'année en dessous de 25 degrés, on peut dire que le risque est virtuellement absent. Si vous gardez la tête hors de l'eau, on peut aussi dire que le risque est inexistant. Elle peut seulement vous contaminer par le nez, donc si vous touchez de l'eau ou que vous la buvez et qu'elle contient la N. fowleri, vous ne serez pas contaminé. Du coup, c'est bon. En urbex, si vous croisez de l'eau stagnante, vous risquez rien. Eh ben, vous allez pas vous faire manger le cerveau juste en la regardant. Ça, c'est sûr. La plupart du temps, l'eau sera à moins de 25 degrés. Si vous la trouvez à l'intérieur d'un bâtiment, à la limite, avec une piscine en extérieur, comme dans la vidéo de Stringer Media, dans une zone où il a fait chaud en plein été, là, peut-être qu'il y a un risque, c'est possible, mais comme on l'a vu, la N. fowleri n'est pas systématiquement présente. On le rappelle, il n'y a quand même pas énormément de cas tous les ans par rapport au nombre de gens qui vont se baigner un peu partout. En fait, j'ai pas trouvé de cas de N. fowleri liés à l'exploration urbaine. Il y a tellement peu de cas et ils sont médiatisés. Je pense que j'aurais trouvé si c'était le cas. Les cas qui sont rapportés, ils font suite à des baignades dans des sources chaudes, des lacs, des rivières, des parcs aquatiques, tout à fait en activité à des périodes chaudes de l'année. Quelques autres cas sont dus à un rinçage de sinus avec de l'eau mal ou pas traitée, et ça reste vraiment rare. Par contre, dans l'eau stagnante, il peut y avoir des autres choses. Déjà, si elle est trouble, vous ne voyez pas ce qu'elle contient. Vous pourriez trébucher, vous couper, voire tomber dans un trou vous n'auriez pas vu. En fonction de l'endroit, elle peut contenir des produits chimiques. Il existe plein d'autres pathogènes qui peuvent vous rendre malade et qui prolifèrent potentiellement dans ce genre d'eau. Après, dans certains cas, ça arrive dans des marécages, dans des tourbières, dans des marais et dans certaines mines abandonnées avec de l'eau stagnante, il peut y avoir du gaz piégé au fond de l'eau, du méthane, du sulfure d'hydrogène. Et là, si vous passez dans l'eau et que vous l'agitez, ça peut libérer ces gaz. Ils peuvent donc vous tuer ou vous provoquer un malaise, mais faire un malaise dans de l'eau stagnante, c'est synonyme de noyade en général. Pour éviter ça, les gens qui explorent des souterrains, des mines abandonnées,
emportent avec eux ce genre de détecteur. Alors bon, celui-là, il détecte uniquement les niveaux d'oxygène, ce qui est aussi utile dans les bunkers. Il existe des détecteurs pour les 4 gaz. Donc oxygène, CO2, méthane, sulfure d'hydrogène. Mais je vais pas m'étendre sur le sujet des souterrains aujourd'hui, c'est un milieu qui présente beaucoup de risques et qui nécessiterait une vidéo complète. Bon, voilà, ça fait un moment que je voulais vous parler d'eau stagnante. Je trouve que c'est un sujet ultra intéressant. Vous avez vu que parmi tout ce que je viens d'évoquer, c'est pas l'amibe mangeuse de cerveau qui tue des urbexeurs. En fait, chaque endroit présente des risques qui lui sont propres, et le pire que vous puissiez faire, ce serait de penser que vous les connaissez tous. Parce qu'il y a toujours des risques que vous n'avez pas vus, que vous ne connaissez pas. Il y a toujours de l'imprévu, il y a toujours des erreurs qui peuvent arriver. Et si vous prenez vos précautions par rapport à tout ce que je viens de vous citer, ça ne veut quand même pas dire que vous êtes en sécurité. Moi-même, je me suis blessé un jour en pensant que j'étais en sécurité, que c'était juste une exploration de routine. J'avais trop confiance et en fin de compte, je trouve que l'excès de prudence, ça tue moins que l'excès de confiance. Dites-vous que dans toutes les vidéos urbex que vous pouvez voir, il n'y a pas que des exemples à suivre, que ce soit au niveau de la prudence ou de la discrétion, et je pense qu'il faut faire plus de prévention. Voilà. Si vous découvrez ma chaîne aujourd'hui et que vous êtes encore là, déjà bienvenue. Ici, je réalise des vidéos d'exploration depuis pas mal d'années, en essayant à chaque fois d'apporter du contexte et de pas juste rester dans la contemplation des endroits. J'ai envie de réfléchir un petit peu, d'apporter quelque chose d'intelligent. Dans la description, vous allez trouver les sources sur lesquelles je me suis basé pour vous raconter tout ça. Et puis d'ailleurs, je vous emmène bientôt dans l'eau stagnante, mais il est fou, avec un invité de marque. Bref, je vous dis à très bientôt et merci à vous.